On va accueillir donc Samy Julien, qu'un certain nombre de vous connaissent très bien maintenant, puisque ça fait bien maintenant 3 ans, je pense, avec tous ces temps de Covid, je ne sais plus compter, qu'on a démarré un ambitieux programme de recherche équine. Et donc Samy va nous présenter à la fois les derniers résultats, mais surtout, il va nous flécher des perspectives de développement que cela ouvre pour notre filière, pour notre produit. Et donc, Samy, tu es directeur du laboratoire Lab2Field. On va vous en dire quelques mots puisqu'on a beaucoup d'invités ce matin. Et je te donne la parole donc, pour ta présentation. Bien, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et pour l'accueil. Effectivement, je suis ravi d'être là. Donc, pour ma part, effectivement, Samy Julien, je dirige une équipe de recherche qui est spécialisée sur la relation entre l'alimentation et la santé chez l'animal. Donc, on travaille principalement sur la physio et la physiopathologie digestive, c'est-à-dire sur comment fonctionne le système digestif, comment ça permet de produire différemment, de digérer différemment, de produire différemment, et quelles sont les interactions derrière entre l'alimentation, la santé, le bien-être et la performance chez l'animal. Et donc aujourd'hui, je vais prendre une casquette un petit peu différente, puisqu'on nous a demandé de parler de une thématique un peu autre, autour plutôt de la présentation de la filière équine. C'est une filière un petit peu particulière, qu'on a la chance de bien connaître depuis assez longtemps, et notamment parce que un master spécialisé, donc un MESB, qui s'appelle Master of Equine Science and Business, un master, donc un Bac+6, spécialisé dans l'étude de la filière équine, a été créé il y a une quinzaine d'années par Véronique Julien. Et donc je prends quelques-unes de ces diapositives ici pour présenter cette filière-là, présenter la structuration de la filière, présenter également quelques chiffres autour de cette filière-là, et puis après, derrière, regarder comment on peut inscrire la luzerne dans les différentes attentes de cette filière équine, ce qui permet d'avoir derrière une diversité en aval de personnes intéressées plus importante, et on l'a vu, la diversité, c'est la vie. Au moins, c'est la résilience. Alors, vous allez... Hop, ça passe pas. Est-ce que ça passe? Non, je vais le faire. Alors, j'ai pas la même chose à l'écran. On va y arriver. Je vous présente ici donc quelques chiffres autour de cette filière équine. Donc la filière équine, comme je vous le disais en termes de structuration et de chiffres clés. Hop, voilà, c'est quand même bien mieux. On a donc... C'est pas mieux. Alors, concernant cette filière, on a une structuration, donc là, concernant l'organisation, le schéma de filière, on va dire, on a une organisation qui est pas monolithique. On va avoir donc, en parallèle différentes sous-filières. On parle souvent en fait d'une filière équine. Dans les faits, on va avoir une organisation avec plusieurs sous-filières les unes à côté des autres. Et on va avoir à la fois une filière qui est dédiée à ce qui touche aux courses de trot et courses de galop, une partie de la filière qui touche au sport et loisirs, et une petite partie qui touche aux chevaux pour le travail ou pour la filière viande. Alors, quand on regarde les schémas de filière, on les organise souvent comme ça, avec différents acteurs marchands à l'intérieur de notre filière agricole qui est assez classique, comme vous la connaissez, on regarde la filière luzerne. Et donc on va des clients finaux, des utilisateurs, vers les fournisseurs, les agrofournisseurs notamment. Pour des questions de facilité, là je vais vous présenter exclusivement ce qui se passe dans les filières courses et sport et loisirs, sous-filières, on va dire courses et sport et loisirs, et puis on va les détailler en prenant des parallèles. Et en fait, on n'a pas une filière unique, on va voir qu'on a
des filières qui sont les unes à côté des autres en silo, avec un morcellement qui est assez important, d'où derrière des difficultés pour de temps en temps arriver à toucher tous les acteurs de ces filières-là, de ces sous-filières-là. Alors, si on part d'en bas, d'habitude on part d'en haut, là on va partir d'en bas, on va regarder quels sont finalement les utilisateurs, les clients finaux dans ces deux filières-là. Donc, concernant les acteurs marchands, tout en bas, on va avoir dans la filière course comme clients, c'est les parieurs, c'est ceux qui prennent les paris ou qui se déplacent sur les hippodromes. Et c'est quelque chose qui va peser assez lourd. Tous les ans, on a en ce moment entre 8 et 9 milliards de prises de paris, ce qui fait qu'on a des flux financiers qui dépassent la dizaine de milliards d'euros dans la filière équine. C'est quelque chose qui pèse lourd. Maintenant, sur les 8 milliards de prises de paris, il y en a 75% qui retournent aux parieurs. Le reste est pour moitié prélevé par l'État, pour moitié retourne pour alimenter cette filière, et notamment la filière course. De l'autre côté, quand on est dans le sport et loisir, les utilisateurs finaux, ce n'est pas les parieurs, ce n'est pas des joueurs, ça sera beaucoup plus des gens qui seront consommateurs, consommateurs d'équitation, soit pour monter, soit pour le plaisir d'avoir un animal de compagnie. Quand on est dans la filière course, ce qui distribue, ça va être du coup des sociétés de prise de paris, ou bien des hippodromes, des points de vente. Et puis, en face, c'est quelque chose de simplifié. Hein. Sur le schéma de filière réel, on a beaucoup plus d'acteurs à chaque brique. De l'autre côté, ici, les distributeurs, ce sera principalement des établissements équestres. Par exemple, des centres équestres, qui mettent à disposition des utilisateurs les équidés pour le plaisir de ceux qui viendront les utiliser. Quand on regarde ensuite ce qu'on appelle les transformateurs, qui utiliseront donc les produits pour les transformer et les mettre à disposition, de chaque côté, on retrouve des entraîneurs. Maintenant, c'est des entraîneurs et des cavaliers ou des jockeys dans la filière course qui ont des compétences qui sont extrêmement ciblées, très différentes, et généralement, c'est discipline par discipline que ça sera segmenté. Et puis, quand on remonte, on voit petit à petit derrière une agglomération, finalement, les deux filières qui se rejoignent, sous-filières qui se rejoignent, on retrouve des agences de vente, des courtiers des deux côtés, qui des fois ont la même casquette d'ailleurs pour vendre côté course ou côté sport, des éleveurs qui sont à l'origine de la production, et donc qui possèdent les chevaux qui derrière rentrent sur ces filières-là, et en haut, on retrouve les fournisseurs, et notamment les agrofournisseurs, qui pour le coup sont rarement spécialisés d'un côté ou de l'autre côté, mais alimentent en général la totalité de cette filière-là. Donc ça, c'est un schéma de filière relativement classique, comme on les voit dans les filières agricoles. Si on regarde ensuite ce qu'il y a en parallèle de cette filière marchande, il y a tous les acteurs non marchands. Et donc quand on décrit une filière, on va également avoir ceux qui sont en parallèle, de manière transverse. Notamment, cette filière dépend de différents ministères. Ministère de l'Agriculture, à tous les maillons, et on va avoir d'autres ministères qui interviennent pour régir derrière l'organisation de cette filière. Notamment, je vous ai dit, il y a des prises de paris, donc on va avoir le ministère de l'Intérieur. On va avoir derrière le ministère de l'Économie, sur certains des maillons, etc. Le ministère des Sports, pour toute la partie qui concerne le sport et le loisir, avec une activité sportive. Ces différentes sous-filières sont sous les chapeaux de maisons mères, qui organisent le fonctionnement dans chacune des sous-filières. Dans les courses, on a deux grosses maisons mères qui permettent de régir en fait l'organisation de tout en bas à tout en haut. Et en fait, elles interviennent en appui de ces phases très amont de la production jusqu'à l'organisation de l'utilisation à la toute fin. Et donc là, on va avoir une compétence de gestion de haut en bas de ces filières-là. Dans la partie sport et loisirs, on n'est pas organisé de la même manière et on va avoir la Société hippique française qui est plutôt là pour accompagner les éleveurs, c'est-à-dire la production, et on va avoir ensuite la Fédération française d'équitation, qui dépend donc du ministère des Sports, et qui va plutôt être là pour organiser le travail, la partie sportive. Et donc, autant la partie société hippique accompagne la partie amont, autant la partie fédération accompagne la transformation ou l'utilisation du cheval par après. Donc les centres équestres sont affiliés à la Fédération française d'équitation. Dans les autres acteurs non marchands qui sont accompagnants de cette filière, on retrouve des instituts techniques, on retrouve des conseils des chevaux, avec un morcellement derrière au niveau national, puis après derrière au niveau régional, et une pléthore d'associations au niveau national, régional, départemental. Et là, on va avoir un morcellement que j'ai illustré ainsi, en disant, juste par exemple, pour prendre
les associations ou les syndicats qui représentent quelques-uns des éleveurs. Je vous ai mis ici quelques exemples de ce qu'on retrouvait sur une petite brique de l'élevage dans le sport. On va retrouver, il y a 51 associations de races représentées en France, qui derrière se déclinent au niveau national ou au niveau territorial. Et donc on n'a pas les mêmes, suivant qu'on parle à des interlocuteurs dans le sport et loisirs ou à des interlocuteurs dans les courses. Et ça illustre en fait la difficulté derrière d'adresser un message commun à une filière. C'est qu'on voit qu'on n'a finalement pas une unique filière, mais qu'on a un morcellement en face de nous assez important, et que face à ça, on n'aura pas les mêmes interlocuteurs, mais on n'aura pas les mêmes préoccupations non plus. Donc ça nous amènera derrière à la suite. Ensuite, je vous ai préparé quelques chiffres clés justement sur cette organisation. On a en France à peu près 1 million d'équidés. C'est un des pays européens dans lesquels on retrouve le plus de chevaux. Derrière l'équidé, on a les chevaux majoritairement, mais on a également derrière les poneys et les ânes. En France, on en a à peu près 1 million, comme au Royaume-Uni, comme en Allemagne, et si on prend la totalité de l'Europe, on a à peu près 6 millions d'équidés. En France, c'est réparti de manière relativement homogène, on n'a pas de zone blanche, même si on a des bassins qui sont un petit peu plus importants, avec notamment tout le quart nord-ouest où il y a une forte zone de production et de transformation, d'entraînement notamment dans le niveau de course. Et puis dans le sport, on a une densité assez importante en Aquitaine et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Si on regarde comment sont répartis ces chevaux sur notre carte de tout à l'heure, on a à peu près 10% du cheptel français qui est dans les courses, c'est-à-dire à peu près 100 000 chevaux qui sont dans cette filière course, qui pourtant pèse plus de la moitié des flux économiques hors prise de Paris. Sinon, on est à plus de 90% des flux qui sont dans cette filière-là. Et puis 75% dans le sport et loisirs. Les 15% restants sont donc dans la partie travail et dans la partie viande. Et maintenant, si on regarde où se situent à chaque maillon les chevaux, et donc derrière qu'il va falloir influencer pour regarder comment nourrir les chevaux, on va le décliner en regardant où sont positionnés les animaux, et on va avoir dans la filière course des chevaux qui sont positionnés chez les éleveurs. Les produits sont à ce niveau-là. Pour donner quelques chiffres, on a à peu près 23 000 juments qui sont actives dans la filière course, qui tous les ans donnent 15 000 produits. Ces produits, derrière, la première année restent chez les éleveurs, puis ils sont vendus, passent chez des entraîneurs, et donc on va avoir à peu près 10 000 propriétaires qui achètent les chevaux et les mettent en pension, ici, chez des entraîneurs de trot et de galop. On a à peu près 2000 entraîneurs dans ces disciplines-là pour entraîner les chevaux à faire des courses de trot, des courses de galop plat ou des courses de galop d'obstacles. À peu près 26 000 chevaux sont aujourd'hui enregistrés, 26 500 enregistrés pour passer derrière tous les ans sur les hippodromes. De l'autre côté, on a donc 750 000 chevaux à peu près. Pourtant, quand on regarde le nombre d'éleveurs qu'on va retrouver de ce côté-là, il n'y en a pas tant que ça. Et quand on regarde le nombre de poulinières en activité, finalement, il y en a à peu près autant que de l'autre côté, avec un petit peu plus de naissances, malgré la population beaucoup plus large de ce côté-là. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est une pyramide des âges qui est complètement différente, avec un vieillissement de la population assez important, et un renouvellement du cheptel côté sport et loisirs, qui est moins important que dans la partie course. Et si on regarde cette filière-là, les chevaux ne seront pas positionnés au même endroit. C'est-à-dire que dans la filière course, ils sont soit au haras, soit chez l'entraîneur. Dans la filière sport et loisirs, ils proviennent d'éleveurs. Au passage, le nombre moyen de juments par propriétaire, par éleveur, est de moins de 2. Il y a 75%, 77% pour être précis, des éleveurs qui ont moins de 2 juments. Donc on voit qu'on a un amateurisme assez fort dans cette partie-là. Et les chevaux ensuite vont se retrouver dans des centres d'entraînement pour ceux qui vont être à très haut niveau côté sport. Côté sport, on va retrouver le saut d'obstacles, le dressage, le concours complet, l'endurance, etc. On va retrouver ici un cheptel important qui est présent dans des centres équestres, dans des établissements équestres. On a quasiment 10 000 centres équestres en France, avec, encore une fois, une répartition très homogène sur tout le territoire. Et à la fin, on va avoir un cheptel très important, qui finalement est animal de compagnie, chez des particuliers, et qu'on va retrouver directement chez les utilisateurs finaux,
j'imagine que dans la salle, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont un cheval, 2 chevaux dans le pré derrière chez eux, qui sont animaux de compagnie. Si on prend en fait l'ensemble de ce cheptel, on va avoir à peu près 500 000 chevaux, dont un quart à peu près a une activité sportive importante et sort en concours très régulièrement, tous les ans, et enregistré dans des concours. Donc pour continuer sur ces chiffres, on a à peu près 1 million d'équidés en France, on a environ 10 000 structures équines, comptant les centres équestres, comptant en parallèle les élevages, les centres d'entraînement. On va avoir à peu près 60 000 personnes dont l'activité principale touche à la filière équine. Donc ça représente quand même une masse assez conséquente d'emplois. Et donc concernant les flux, si on type les 2 sous-filières, côté galop et trot et côté sport et loisirs, en sommant la totalité, on est entre 11 et 12 milliards de flux tous les ans, de flux financiers tous les ans. La filière sport et loisirs représente moins d'1 milliard. L'autre partie génère les flux les plus importants. Et puis pour ramener un tout petit peu d'alimentation là au milieu, on est entre 300 et 350 000, on a entre 300 et 350 000 tonnes d'aliments industriels tous les ans consommés par cette filière-là. Dans ces chiffres-là, ce sont des estimations qui prennent en compte exclusivement ce qui est aliments composés, c'est-à-dire qui passent par des usines et qu'on retrouve sous forme de granulés, sous forme de floconnés, sous forme de mâches dans les structures. Ça ne prend pas en considération tout ce qui est matière première, produite sur place ou achetée, qui représente encore plus que ça quand on parle de céréales ou d'autres types de matières premières consommées dans les structures équines. Alors, on voit qu'on a un marcellement assez important, on a donc derrière des acteurs différents qui vont avoir des attentes variées. Et pour illustrer cette partie-là, je vais reprendre des travaux qui ont été faits par Alice Monet-Torrent récemment. Comme on a des acteurs marchands à différents niveaux, ils vont avoir des attentes qui vont être complètement différentes, et pour typer ces attentes, plutôt que de parler maintenant des producteurs, des distributeurs ou des clients finaux, on va mettre directement leur petit nom. Et on a demandé, lors du dernier congrès qu'on a organisé en décembre, à quelqu'un dont le métier est de faire des études de marché spécialisées pour cette filière équine, de conduire justement une étude auprès de ces professionnels pour faire émerger quelles étaient leurs attentes spécifiques. Et donc Alice Monet-Torrent, qui est donc directrice de Horse Development, a fait une étude de marché en posant notamment comme question quelles sont vos attentes en matière d'alimentation pour les chevaux. Et elle a interrogé autant des utilisateurs finaux, donc des propriétaires plutôt amateurs, éclairés plus ou moins éclairés, et des professionnels en face de cette filière équine. Quand on regarde les sorties, c'était dans des questionnaires à libre choix, et les gens pouvaient répondre différentes choses. Quand on regarde les sorties, on a donc derrière une typologie assez importante d'attentes qui sont exprimées par les enquêtés. Et on les a regroupées en grandes catégories. Dans les grandes catégories, il y a des attentes en termes de santé. Donc en gros, l'alimentation doit être un vecteur de santé pour l'animal. Et on retrouve des attentes importantes pour, deuxième point le plus important, la santé digestive. En gros, je veux que quand je nourris mon cheval, ce soit pour le bénéfice de sa santé. On retrouve des attentes en termes de santé ostéo-articulaire. Dans les élevages, on a à peu près 30% des jeunes chevaux qui présentent des affections ostéo-articulaires. C'est la première cause de retrait, de non-vente, en fait, de non-valorisation des animaux derrière. Donc il faut que l'alimentation ne soit pas un vecteur de maladie. Si on continue, on va retrouver d'autres paramètres autour de nourrir le cheval qui vieillit et qui a des maladies métaboliques. Eric Almecreux, depuis longtemps, dit que le cheval âgé est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Oui, on en reparlera juste après. La population vieillit et c'est une attente de plus en plus marquée. Et donc, avec le vieillissement, on voit apparaître des métiers nouveaux, gériatres. Les vétérinaires se spécialisent aujourd'hui. Et quand on regarde la pyramide des âges qu'on a dans cette filière-là, on n'a pas une pyramide des âges qui est comme ça, comme on a chez les bovins par exemple. On a une pyramide des âges où quasiment tous les individus d'une classe d'âge passent dans la classe d'âge suivante. Et aujourd'hui, on rentre derrière dans une nouvelle forme de gestion de cette filière-là. C'est lié à une modification des attentes sociétales et de la place du cheval dans la société. Donc en gros, on a des attentes où l'alimentation doit être vecteur de santé.
c'est important derrière pour ce qu'on promet de développer comme connaissance. On a des attentes en termes de alimentation pour le bien-être. Alimentation pour, ici, bien vieillir. Plus de la moitié des personnes qui ont été enquêtées, le panel faisait 700 et quelques personnes. Donc ça représente quand même un panel assez conséquent. La moitié des personnes répondent naturellement, sans choix guidé, je veux que l'alimentation serve à ce que mon cheval vieillisse correctement. C'est quand même quelque chose d'assez fort, hein, qu'il vieillisse correctement, que ça lui permette d'exprimer son comportement naturel, que ce soit source de bien-être, ou souvent c'était exprimé à l'inverse, que ça ne soit pas source de mal-être, hein, on le retrouve en haut. Voilà. Donc c'est dans les attentes suivantes quelque chose de particulièrement bien exprimé. Et le troisième point, c'est l'alimentation comme vecteur de performance sportive. Ça ressort particulièrement quand on est en face d'entraîneurs qui, pour eux, placent la performance au-dessus de tout. C'est leur base de revenus au tout départ. Maintenant, ça, malgré tout, dans notre population, ça ressort souvent moins. Et donc, on retrouve donc, ces paramètres-là, santé, bien-être, performance, assez régulièrement. Et si on regarde derrière ce qui ressort concernant l'aliment et pas l'alimentation, on vous demande ici de produire des aliments qui permettront la sécurité et de l'environnement et du cheval. Première préoccupation, ce qui ressort le plus, il faut que ce qu'on distribue soit sans risque pour l'animal. Et donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Hein. Derrière, ça posera quelques questions sur comment faire pour produire quelque chose qui soit sans risque pour l'animal, pour bénéfique pour lui. Ça rejoint les paramètres de santé qu'on a vu tout à l'heure, et sans risque pour l'environnement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus, et vous le verrez tout à l'heure, dans les mots-clés qui ressortent. Il y a, moi je veux nourrir mon cheval, certes, mais avec des aliments qui vont être naturels, mots-clés naturels, mots-clés bio, ça ressort de plus en plus. Vert, produit localement, donc c'est des choses qui ressortent, qui ne ressortaient pas il y a 10 ans, c'est nouveau. Et en corollaire de ça, de cette partie sécurité, à peu près une personne sur deux des enquêtés dit attention, nous on se fie à ce qui est scientifiquement étayé. C'est-à-dire que l'affirmation ne suffit pas, il faut qu'on ait des éléments en plus tangibles de preuves derrière pour croire ce qui est avancé. Donc en gros là on a une typologie des attentes sur un panel assez conséquent. Si on regarde en segmentant un tout petit peu, donc je l'ai simplifié par rapport à ce qui avait été fait initialement, les grandes attentes chez les amateurs, utilisateurs de chevaux, et chez les professionnels. Chez les amateurs, ce qui ressort en priorité, excusez-moi, ça va être premièrement, vraiment nourrir sans risque notre cheval. Et on verra derrière qu'est-ce que ça implique pour la luzerne. Nourrir sans risque notre cheval, nourrir bio, nourrir naturel. Ce pas des choses qu'on aurait forcément envisagées au tout départ. Maintenant, naturel et bio, ça devrait le faire pour la filière. Si on continue, on voit que dans les préoccupations suivantes, c'est pour une bonne santé, pour le bien-être, pour le bien vieillir de mon animal. Et puis ensuite, on a de plus en plus de préoccupations autour des chevaux qui, comme ils vieillissent, ont naturellement de plus en plus de maladies. Et donc là, on a des prévalences aujourd'hui extrêmement élevées de chevaux qui vieillissent et présentent de l'insulinorésistance, par exemple. C'est une demande sociétale assez importante de pouvoir les nourrir. Si on prend le deuxième gros paquet en face que Alice a appelé les professionnels de terrain, un petit peu plus éclairés en matière d'alimentation, même si non professionnels dans ce domaine-là, leur demande recoupe celle qu'on a juste avant, mais pas dans le même ordre. Et on retrouve dans les grandes préoccupations en 1, nourrir naturel. C'est intéressant, ça veut dire qu'une porte ouverte assez importante là. Et puis, chez eux, on retrouve de petits ajustements suivant que ce sont des entraîneurs ou des éleveurs. Chez les entraîneurs, il y a certes nourrir naturel, mais attention, j'ai derrière le code de course. Il ne faut pas que mes chevaux soient considérés comme dopés. Et donc, il faut que, ici, je nourrisse en sécurité. Chez les éleveurs, je vous ai dit, il y a une grande source de perte, c'est les problèmes d'affection ostéo-articulaire. Donc, chez eux, ils veulent nourrir certes, mais sans entraîner de risque pour la santé de leurs chevaux pendant la croissance. Et si on regarde la suite, il y a de nouvelles préoccupations qui apparaissent ici, notamment eux, ils ont 40 chevaux à nourrir tous les jours. Donc autant le propriétaire il est prêt à passer 2 heures pour
son cheval animal de compagnie, autant le professionnel dit, mais attendez, moi je veux bien nourrir bio, naturel, et pour sa santé, mais il faut aussi que ce soit facile à distribuer. Donc il y a des préoccupations pratico-pratiques derrière qui apparaissent. Et donc derrière, on voit qu'on a donc une filière qui est assez morcelée, avec des acteurs à différents niveaux, avec des attentes qui sont très variées, et j'ai illustré par quelques petits exemples quelle place la luzerne pourrait jouer là au milieu. Alors, c'est une matière première d'intérêt pour les chevaux, on est convaincu, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble maintenant, et à titre personnel, c'est assez facile de travailler sur ce sujet-là par rapport à d'autres, parce que, effectivement, quand on est convaincu de la chose, ça aide. Pour montrer en quoi ça peut être intéressant, je vous ai ouvert un cheval ici. Donc ça, c'est des Anglaises qui s'amusent à peindre sur les chevaux, ça s'appelle Horse Inside Out, et vous voyez ici le tractus digestif de notre cheval. Alors, on va illustrer ce qui se passe à différents endroits, et on va avoir, donc le cheval va manger, un œsophage qui va faire 1,50 m, qui va arriver à l'estomac. Je suis plus habitué à parler de ça que de la filière, ça je veux bien vous en parler pendant des jours. Un estomac ici qui se place bien ventral chez notre animal, un grand intestin grêle, c'est un tuyau d'arrosage qui va faire 25 mètres de long à peu près, c'est quelque chose d'extrêmement long, et à la fin un gros intestin qui va faire plus de 100 litres. Quand on distribue de la luzerne, première préoccupation, on nous a dit, attention, il faut que ce soit sans risque. Il faut que ce soit naturel, bio, facile à donner. Ça, j'allais dire, je vous laisserai l'étayer. Sans risque, c'est notamment lié au fait que pendant longtemps, on a pensé que la luzerne, en France, c'est pas le cas ailleurs dans le monde, pouvait être dangereuse pour les chevaux. C'est lié à une mésinterprétation de travaux qui date d'il y a une cinquantaine d'années, voire un petit peu plus. Donc, pour faire sauter cette idée fausse, il y a quelques années, déjà, on peut regarder ce qui se passe ailleurs. Je parlais du Vietnam, on pourra en parler un peu après. Aux États-Unis, c'est assez fréquemment le fourrage de base. En France aussi, de plus en plus. Hein. Et donc, on en met des kilos, il n'y a pas plus de problème là-bas qu'ici. Mais bon, pour travailler sur la luzerne déshydratée, on a pris un exemple, et sur des chevaux qu'on a suivis dans un essai clinique pendant 28 jours consécutifs avec un suivi très précis, on leur a donné 6 kg de luzerne, 3 matins, 3 soirs, et on a suivi tous les paramètres cliniques quotidiennement. Les chevaux n'ont pas développé de problème, et les paramètres de santé étaient tous bons. Donc derrière, quand on en donne 1 kg tous les jours, 2 kg tous les jours, c'est pas quelque chose qui posera problème. Mais ça permet comme ça de dérisquer un petit peu et de rassurer. Si on regarde ce qui se passe quand la luzerne vient chez nous, elle va passer ce mètre 50 d'œsophage, ça va très vite, ça met 4-5 secondes, c'est extrêmement rapide pour déglutir. On arrive au niveau de l'estomac. Et dans l'estomac, on va commencer à avoir des vertus intéressantes pour la santé digestive notamment, pour la santé gastrique. C'est quelque chose qui avait déjà été un petit peu montré dans des travaux préliminaires en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, et on a creusé ça ces dernières années dans le cadre des travaux avec la COP agricole, mais également dans le cadre du projet Pulse, donc, qui a été financé en partie par France Agrimaire. Pour illustrer juste ça très très rapidement, au niveau gastrique, ce qui a été montré, c'est que quand on prend des chevaux, au tout début, ça c'est dans le cadre d'un essai clinique qui a été conduit il y a 2 ans, et qu'on leur donne de la luzerne. On a pris des chevaux qui étaient très à risque. On allait se mettre dans une situation où on était dans les centres d'entraînement de chevaux de course, où on a des prévalences de quasiment 80 à 90% de chevaux qui présentent des ulcères gastriques. C'est un bon modèle pour lui-même, c'est un bon modèle pour nous également par ailleurs. Et on a regardé ce qui se passait chez les chevaux qui n'en présentaient pas au tout début, donc au début de période d'entraînement. On a des muqueuses saines, et la moitié des chevaux qui sont recrutés restent sur leur régime alimentaire de chevaux de course. L'autre moitié, on a remplacé la moitié des concentrés distribués par de la luzerne. Et on a regardé, après 6 semaines d'entraînement intense, gros facteur de risque, ce qui se passait en termes de développement de ces ulcères. Les chevaux sur le régime à base de luzerne, au bout de 6 semaines, étaient 2 fois moins à présenter des ulcères considérés comme cliniquement graves que sur le long contrôle. Et la tendance s'accentuait avec le temps. Donc ça pourrait jouer un rôle préventif. Si on regarde l'autre partie qui n'est pas encore publiée de ces résultats-là, sur la muqueuse qu'on va retrouver plutôt au niveau glandulaire, les résultats sont largement plus marqués, et donc la publication est en cours pour passer directement dans un journal vétérinaire, et ça pourra permettre demain probablement d'avoir des allégations autour de l'effet curatif. C'est extrêmement intéressant derrière ça. Donc on peut avoir des vertus côté santé digestive, à creuser. On peut avoir, si on continue, des vertus côté métabolisme.
c'est quelque chose qui est assez important, puisque quand on sort de l'estomac, on va transiter, on va dans l'intestin grêle, comme chez nous, et dans l'intestin grêle, on va avoir la digestion notamment de l'amidon et des sucres. L'amidon et les sucres, ça va être découpé à cet endroit-là et absorbé. C'est-à-dire qu'en fonction des matières premières que je vais mettre à mon cheval, que je mange, moi j'aurai à peu près la même réponse glycémique, on va avoir des réponses justement en termes de glycémie qui vont être différentes. Et je vous ai pris ici un exemple qui avait été fait dans une équipe scandinave il y a quelques années pour illustrer ce qui se passe en termes de réponse glycémique suivant qu'on distribue la même quantité de calories mais sous forme de céréales, sous forme de coproduits de céréales ou sous forme de luzerne. Ce qui est intéressant, c'est que quand on suit, donc on est à isocalorique, c'est-à-dire que quand je formule, je mets exactement la même chose, hein, je mets la même quantité dans ma ration. Quand on a des céréales qui contiennent beaucoup d'amidon, la digestion va faire qu'on absorbe beaucoup de glucose, on a une réponse glycémique élevée. Sur les coproduits de céréales, comme du sang de blé, on retrouve à peu près la même cinétique de glycémie postprandiale, et quand on met de la luzerne à isocalorie, encore une fois, j'ai nourri de la même manière que l'animal, je lui ai amené la même quantité d'énergie, mais on n'a pas de réponse glycémique importante. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour non pas le côté quantitatif des apports alimentaires, mais le côté qualitatif. Donc, pour permettre d'avoir un bénéfice pour la santé, et notamment, je vous ai mis ici des attentes qui étaient exprimées par mes utilisateurs, santé ostéo-articulaire, les chevaux qui présentent des maladies métaboliques, le bien vieillir, toutes ces populations-là sont généralement touchées par des réponses glycémiques élevées. Et quand on a régulièrement des apports qui entraînent des fortes hausses de la glycémie, derrière on a une forte réponse insulinique, et on va avoir une augmentation massive de ces problèmes-là. Et donc, on est obligé de le prendre en considération de manière marquée si on veut limiter les problèmes. Et le dernier point, c'est que quand ça sort de l'intestin grêle, on va arriver ensuite au niveau du gros intestin. Là, dans le gros intestin, les fibres sont découpées. Et elles sont découpées grâce à des microbes qui habitent le gros intestin. Alors, un microbiote qui est extrêmement varié à ce niveau-là, qui comprend, on estime, à plusieurs centaines de millions de milliards, plusieurs millions de milliards de micro-organismes présents à ce niveau-là, de bactéries notamment présentes à ce niveau-là. Ça me permet de découper les fibres pour en faire des grandes quantités d'énergie. Quand on fait ça, en fait, là, on observe que quand on remplace une partie des céréales de la ration par de la luzerne, on a un bénéfice pour l'écosystème qui habite le gros intestin. Il est plus varié, mais il est également plus orienté de manière plus positive, plus bénéfique. On a beaucoup plus de bactéries qui appartiennent à des classes qui mangent les fibres, qui sont bénéfiques pour la santé. On a, au contraire, moins de bactéries qui appartiennent à des classes dangereuses qui, potentiellement, vont avoir des impacts négatifs sur la santé de nos gros intestins. Et puis, si on regarde les conséquences, on va avoir, à ce niveau-là, des réponses immunitaires qui vont être différentes. Parce que créer quelque chose, créer un état dysfonctionnel dans le gros intestin a des conséquences immunitaires importantes, puisque la muqueuse va dire, attention, ces espèces bactériennes, je ne les connais pas, je ne les tolère pas très bien, je vais essayer de les rejeter. Et donc, on va avoir plus de production d'immunoglobuline quand on est avec des régimes dangereux que quand on est avec des régimes plus riches en fibres. La conséquence, c'est une conséquence assez simple, c'est que finalement, quand on vient regarder ce qui se passe en termes de douleur chez les chevaux, typiquement, donc en parallèle de la digestion, je ne vais pas parler ici, quand on vient regarder la douleur et qu'on palpe les chevaux, on a plus de douleur quand on distribue des grandes quantités de céréales ou bien qu'on substitue la moitié des céréales par de la luzerne. Donc là, c'est une illustration assez simple de la conséquence qui pourrait avoir derrière des répercussions en termes d'ouverture vers le bien-être potentiel chez l'homme. Donc ça montre juste sur quelques petits exemples comment demain envisager le positionnement face aux différentes attentes de cette filière. Donc en conclusion, on voit qu'on a une filière qui est assez difficile à appréhender parce qu'elle n'est pas si linéaire que ça par rapport à d'autres, que comme les acteurs sont variés, les attentes sont variées en face, mais que malgré tout, étant donné les connaissances qu'on a actuellement, puis celles qui restent à développer sur la luzerne, on sera probablement demain capable de proposer des recommandations qui sont adaptées à chacune des attentes dans la filière. Voilà quelques-unes des références, et je vous remercie.